À 18 ans, encore vierge, elle fut donnée à un rancher veuf, père de 3 enfants. Ce qui arriva ensuite choqua tout le monde. Wyoming, hiver 1878. Le vent cinglait les plaines arides comme une lame, tranchant les arbres squelettiques et hurlant contre le bardage usé d'une ferme affaissée. La neige avait recommencé à tomber, lente et délibérée, recouvrant les ornières des chariots et les empreintes de bottes comme pour effacer toute trace de passage. Laura May se tenait sur le porche de bois tordu, ses petites mains enfouies dans la laine rêche de son châle. Elle ne frissonnait pas, bien que le vent fût sans pitié. Ses yeux, grands et secs, fixaient le blanc infini, comme si elle espérait que quelque chose, n'importe quoi, puisse en surgir pour arrêter ce qui allait arriver. À l'intérieur de la maison, son oncle était adossé à l'âtre, une botte posée sur le rebord de pierre, tel un homme qui se croyait encore puissant. Il était corpulent et amer, son visage sillonné par des années de regrets et de ressentiment. Face à lui se tenait un homme plus grand, vêtu d'un manteau de route usé et poudré de neige. C'était Clayton Ward, 36 ans, veuf. Il tenait son chapeau dans une main, l'autre reposant le long de son corps. Son visage était impénétrable, la mâchoire serrée, ses yeux de la couleur de la cendre d'hiver. « Je vous l'ai dit », lança l'oncle d'une voix rauque et sèche. « Elle est intacte, encore vierge, fraîche comme le lait du matin. » Clayton ne dit rien. « Elle est forte aussi, pas comme les filles de saloon en ville, élevée aux haricots et aux corvées. Elle peut porter l'eau, fendre le bois, raccommoder les tissus. » Il cracha dans le feu. « Une femme comme ça devrait valoir plus de 50 $, mais je suis juste. » Toujours, Clayton gardait le silence. Dans le coin, le feu crépita comme pour interrompre la conversation. Le silence s'épaissit entre eux. Les doigts de Laura se crispèrent plus fort sur le tissu à sa taille. On ne lui avait rien demandé, ni son avis, ni son consentement. Son oncle ne l'avait jamais vu que comme un fardeau, une bouche de plus à nourrir avec ce qu'il ne parvenait pas à gagner. Sa mère était morte quand elle avait 12 ans, et depuis, personne n'avait prononcé son nom avec gentillesse. Dehors, le vent hurla plus fort. Clayton plongea enfin la main dans son manteau et en sortit une bourse en cuir. Elle cliqueta en atterrissant sur la table. À côté, il déposa un papier plié. Le titre de propriété d'un taureau de concours. « Marché conclu », dit l'oncle en se frottant les mains avec avidité. « Elle est à vous, maintenant. » Clayton hocha la tête une fois, se tourna vers la porte et sortit. Laura le suivit. Elle ne jeta pas un regard en arrière vers la maison. Il n'y avait plus rien là-bas qui vaille la peine de s'en souvenir. Elle descendit les marches déformées du porche et le rejoignit dans la neige. Il ne lui offrit pas son bras. Il ne lui demanda pas si elle avait besoin d'une couverture. Le chariot était simple, couvert, sans décoration ni confort. Elle y monta en silence. Il la suivit. Quand la porte se referma, le monde extérieur s'estompa dans un murmure étouffé. À l'intérieur, le silence était assourdissant. Clayton prit les rênes et laissa échapper un petit claquement de langue. Les chevaux s'ébranlèrent, leurs sabots crissant sur la neige verglacée. Laura gardait les mains jointes sur ses genoux. Il ne parla pas un mot, ne lui jeta même pas un regard. Elle ne demanda pas où ils allaient, ni combien de temps cela prendrait. Elle savait que cela n'avait aucune importance. À cet instant, elle n'était ni une fiancée, ni une épouse, ni même une femme. Elle était une transaction, la solution au problème de quelqu'un d'autre. Elle ne pleura pas, elle ne supplia pas,
car dans ce monde, les larmes d'une fille ne lui achetaient pas la liberté. Elle gelait seulement avant d'avoir pu tomber. Le ranch des Ward s'étendait comme une mer gelée, silencieux, vaste et d'une immobilité insupportable. Alors que le chariot passait le portail d'entrée, Laura aperçut une maison en bois à 2 étages qui se dressait face au vent, flanquée d'une grange et de 2 plus petits hangars. La neige sur le toit avait commencé à fondre sur les bords, goûtant régulièrement comme le tic-tac d'une horloge lente. Clayton l'aida à descendre, mais ne dit rien. Il fit un signe de tête en direction de la porte d'entrée, puis se dirigea vers la grange, ses pas s'effaçant derrière elle comme la fin d'une phrase. À l'intérieur, la maison était propre, ordonnée et froide. Pas seulement à cause de l'hiver du Wyoming, mais à cause d'autre chose, un silence qui vivait au plus profond des murs. Pas de rire, pas de chaleur, juste le doux craquement du bois et l'écho lointain de ce qui avait été. 3 enfants se tenaient dans le couloir, la regardant avec de grands yeux méfiants. La plus petite, Rosie, avait à peine 3 ans. Ses cheveux étaient un enchevêtrement de boucles brunes et douces, et son pouce était fermement planté dans sa bouche. Ellie, 6 ans, lui tenait la main de manière protectrice, le visage solennel, les épaules raides, comme un petit homme. Micah, 8 ans, se tenait derrière eux, les bras croisés, la mâchoire crispée. Il était déjà le fils de son père par la posture, sinon par l'âge. Aucun d'eux ne parla. Laura offrit un doux sourire. Bonjour, dit-elle doucement. Rosie cligna des yeux. Eli baissa le regard. Micah se retourna et s'éloigna. C'était le commencement. Les jours qui suivirent passèrent au rythme de l'incertitude. Laura se levait tôt, s'acquittant maladroitement de corvées inconnues, transportant de l'eau, récurant les sols, coupant les légumes, étendant le linge, essayant de ne pas brûler le pain. Le poêle était capricieux. La pompe à eau était de travers. Les poules la détestaient. Elle ne savait pas comment sceller un cheval, ni apaiser le cauchemar d'un enfant. Elle ne savait pas où les choses se rangeaient dans le garde-manger, ni comment recoudre une chaussette sans se piquer le doigt. Elle ne savait pas pourquoi Rosie pleurait quand l'horloge sonnait 3 heures, ni pourquoi Eli refusait de manger des carottes. Mais elle essayait. Chaque matin, elle se levait avant l'aube et tentait d'apprendre ce que cet endroit attendait d'elle. Clayton n'éleva jamais la voix. Il ne la critiqua pas. Il parlait à peine. Mais de temps en temps, quand elle pensait que personne ne la regardait, elle trouvait de nouveaux mots épinglés discrètement près du poêle. Utilise le chêne pour une meilleure chaleur. Fais bouillir les pommes de terre avant de les éplucher. Rosie aime sa bouillie avec de la cannelle. Un matin, elle trouva un bout de papier glissé sous un bol fissuré. Tu n'as pas à tout faire. Essaie, c'est tout. Elle fixa les mots plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. La nuit, après s'être couchée, elle entendait parfois des pas en bas. Au matin, elle découvrait que la vaisselle qu'elle avait laissée à moitié lavée était maintenant propre et séchée. La pâte à pain qu'elle avait abandonnée était cuite en miches rondes et moelleuses. Le bois de chauffage qu'elle avait oublié de rentrer était soigneusement empilé près de l'âtre. Il n'en dit jamais un mot. Les enfants restaient distants. Rosie se cachait souvent sous la table. Ellie traînait près des fenêtres. Micah restait dehors bien après la tombée de la nuit, coupant du bois comme si c'était la seule chose qui avait encore un sens. Un soir, après que les enfants se furent couchés, Laura prépara de petits pains ronds au miel. Elle en plaça un sur une assiette ébréchée et le laissa devant la porte de Micah.
Il ne lui avait pas adressé un seul mot en 3 semaines. Le lendemain matin, l'assiette avait disparu, et à sa place se trouvait une simple pomme de pin peinte à l'encre noire comme par la main d'un enfant. Elle ne posa pas de questions. Il ne le mentionna pas, mais quelque chose, un tout petit quelque chose, avait changé. Plus tard dans la journée, en passant devant la cuisine, elle vit que quelqu'un aux mains rudes, avait nettoyé la suie du dessus du poêle, pas avec un chiffon, mais avec soin. Et pour la première fois depuis son arrivée, Laura expira sans trembler. La maladie frappa sans crier gare. Un matin, Rosie refusa sa bouillie. À midi, ses joues brûlaient de fièvre et son petit corps tremblait sous les couvertures. Elle gémissait quand on la touchait et pleurait doucement dans son sommeil, appelant quelqu'un qui n'existait plus. Laura ne paniqua pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle plia des serviettes chaudes, les trempa dans de l'eau bouillie avec des feuilles de menthe écrasées qu'elle avait trouvées dans le garde-manger et les posa doucement sur le front de Rosie. Elle déshabilla la fillette et se blottit à côté d'elle dans le lit, l'enveloppant de ses bras comme dans un cocon. Son propre corps offrait la chaleur que le feu ne pouvait donner. Pendant 3 nuits, Laura ne dormit pas. Elle tenait Rosie quand l'enfant pleurait, lui chantait des chansons quand la toux secouait sa poitrine, et murmurait de douces prières que personne ne lui avait apprises, juste pour combler le silence. Quand la gorge de Rosie devint sèche et ses lèvres se fendillèrent, Laura trempa ses doigts dans de l'eau mielée et déposa des gouttes sur la langue de la fillette, une par une. La 3e nuit, peu après minuit, elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Clayton se tenait dehors. La neige s'accrochait aux épaules de son manteau, mais il ne fit aucun mouvement pour entrer. Son visage était impénétrable, mais ses yeux gris et lointains, avaient changé. Il se tenait là, à la regarder, immobile, tandis que Laura berçait sa fille dans ses bras comme un trésor. Il partit sans un mot. Le lendemain matin, la fièvre de Rosie était tombée. Sa respiration s'adoucit. Elle ouvrit les yeux et cligna lentement, les lèvres gercées mais ne tremblant plus. Quand Laura lui offrit une gorgée d'eau, l'enfant but, puis s'agrippa faiblement à sa manche. Merci, maman Laura, murmura-t-elle. Les mots frappèrent comme le tonnerre dans un ciel calme. Laura sourit doucement, écarta une boucle du front humide de Rosie et ne dit rien. Ce soir-là, Laura raconta une histoire aux enfants près de la cheminée, l'histoire d'un coyote qui avait volé les étoiles et devait les remettre en place une par une. Rosie était assise sur ses genoux. Eli s'appuyait contre son genou. Micah était assis à l'écart, silencieux, mais il regardait. Ensuite, elle borda Rosie et lui embrassa le front. La petite fille ne résista pas. Elle leva la main et tint celle de Laura jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Pourtant, Micah gardait ses distances. Il aidait son père avec les chevaux, nettoyait la grange, coupait du bois et lui parlait à peine. Laura respectait cela. Elle n'imposait pas sa gentillesse là où elle n'était pas encore la bienvenue. Mais un matin froid, juste après le premier dégel, elle se rendit dans le champ derrière la maison avec un fagot de petites branches dans les bras. La pierre tombale, là-bas, avait été oubliée, usée par les intempéries et de travers. Clara Ward, épouse et mère bien-aimée. Pas de fleurs, pas d'offrande, juste un nom gravé dans du vieux bois. Laura s'assit dans la neige, les doigts rouges et engourdis, et se mit au travail. Elle noua de la ficelle autour de 3 branches de pin, puis les assembla en une croix rudimentaire mais soignée.
Elle la déposa délicatement au pied de la pierre. Elle ne savait pas qu'on l'observait. Ce soir-là, Mika ne dit pas un mot pendant le dîner, mais alors que Laura débarrassait, il entra dans la cuisine et marmonna. Tu as bien écrit son nom. Laura s'arrêta, s'essuyant les mains sur un torchon. Je m'en suis assurée. Mika hocha la tête une fois, puis ressortit. Plus tard dans la nuit, Myriam, une voisine plus âgée qui aidait parfois à la couture, passa brièvement déposer du tissu. En reprenant son manteau, elle se pencha vers Laura et murmura. Savez-vous que vous êtes la première personne que Clayton a laissé entrer dans cette chambre depuis la mort de Clara? Laura cligna des yeux. Quelle chambre? Celle où vous vous êtes occupé de Rosie. C'était la chambre de Clara. Clayton n'avait pas touché la poignée de cette porte depuis 3 ans. Dehors, la neige se remit à tomber. Clayton demeurait une figure silencieuse dans la maison. Il ne la félicita jamais, ne parla jamais de ce qu'il voyait. Mais Laura remarquait la façon dont il s'arrêtait parfois en passant devant la chambre des enfants, comment il restait un instant de plus devant la cuisine quand elle riait à une blague d'Élie, comment sa main effleurait le cadre de la porte après son passage, comme pour s'ancrer à l'espace qu'elle venait d'occuper, et plus d'une fois, quand elle levait soudain les yeux, elle croisait son regard posé sur elle, doux, incertain, scrutateur, mais toujours, il se détournait avant qu'elle ne puisse le soutenir. Pourtant, quelque chose avait commencé à changer. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais ce n'était plus le silence. C'était une soirée calme, d'un froid cassant. Le vent s'était tu et la neige, au dehors, reposait, intacte, comme une couverture que personne n'osait déranger. Laura venait de finir de plier les derniers vêtements des enfants quand elle entendit des voix, graves et masculines, provenant de la grange derrière la maison. Curieuse mais prudente, elle sortit sur le porche et suivit le faible grondement jusqu'au côté de la grange. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle s'immobilisa, faisant attention à ne pas respirer trop fort. À l'intérieur, Clayton se tenait près d'une lanterne, ses mains gantées reposant sur le porte-sel. En face de lui, un homme à la barbe épaisse et au rire trop sonore s'appuyait nonchalamment contre un poteau. Alors, ricana l'homme, comment va la vie de mariée? Cette fille ne doit pas avoir plus de, quoi, 18 ans? Clayton ne répondit pas immédiatement. L'homme continua d'une voix moqueuse. Tu dois bien t'amuser avec une jeunette comme ça. Je parie que ça réchauffe le lit mieux que le bois de chauffage, hein? Laura retint son souffle. La voix de Clayton s'éleva, basse et égale. Je l'ai prise parce que c'était pratique. Aucun sentiment là-dedans. J'avais juste besoin de quelqu'un pour tenir la maison et m'occuper des enfants. L'autre homme eut un rire grossier. C'est tout, hein? Clayton fit un bref signe de tête. C'est tout. Laura n'attendit pas d'en entendre plus. Elle se retourna et s'éloigna, la poitrine serrée, la vision brouillée. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait la porte de la maison et entrait dans le couloir sombre. La chaleur du feu la narguait maintenant, et les murs qui avaient commencé à lui sembler familiers se refermaient sur elle comme une cage. Elle monta les escaliers et se rendit dans sa petite chambre. Il n'y avait aucun bruit dans la maison, à part le craquement occasionnel du bois et les battements de son propre cœur. Elle écrivit la lettre en silence. Si je ne suis qu'une ombre, laissez-moi disparaître dans la neige. Je n'attendrai pas le printemps. Elle la plia soigneusement
et la posa sur la table de la cuisine, à côté du petit bol d'herbes séchées qu'elle avait prévu d'utiliser pour la soupe du lendemain. Puis, de son tiroir, elle sortit la seule chose qu'elle avait jamais appelée sienne, une ceinture en cuir usé que Clayton avait réparée sans qu'on le lui demande. La couture était inégale, le fil épais et rugueux, mais elle avait tenu depuis. Elle la déposa à côté de la lettre. Dehors, le ciel était devenu argenté. Elle s'enveloppa dans son manteau, remonta son écharpe sur sa bouche et sortit dans la neige. Le vent ne l'accueillit pas. Il se contenta d'ouvrir les bras et de la laisser s'évanouir dans l'obscurité. Ce fut Élie qui se réveilla le premier. Il avait rêvé de loup, de neige ou de Laura. Il descendit de son lit en titubant et erra dans les escaliers, appelant doucement son nom. Quand il ne la trouva ni dans la cuisine, ni dans le salon, ni près du feu où elle dormait parfois quand Rosie était agitée, ses appels se firent plus forts. Laura, puis il se mit à pleurer. Ses sanglots réveillèrent Rosie, qui se mit à hurler. Micah descendit ensuite confus et pieds nus. Clayton dévala les escaliers 4 à 4. Quand il vit la lettre, son visage devint blême. Quand il vit la ceinture, il ferma les yeux. Et quand Ellie cria à nouveau le nom de Laura, d'une voix si brisée qu'elle aurait pu sortir de la poitrine d'un homme, Clayton n'hésita pas. Il enfila son manteau, attrapa son fusil et courut vers l'écurie. En quelques minutes, il était parti, chevauchant à toute allure dans la nuit, la neige se soulevant pour le rencontrer comme le bord d'une falaise. Clayton la trouva près de l'aube. La neige s'était calmée, mais n'avait pas cessé. Les traces étaient faibles, presque effacées, mais il les suivit quand même, guidé plus par l'instinct que par la logique. Il chevaucha durement à travers les fourrés et un ruisseau gelé, jusqu'à ce qu'il atteigne l'ancien cours d'eau au-delà des collines, là où l'eau coulait encore sous des plaques de glace. Là, sur un tronc d'arbre tombé au bord de l'eau, il la vit. Laura était assise, recroquevillée sur elle-même, les bras serrés autour de son corps, son écharpe humide de givre. Ses lèvres étaient pâles, ses joues rougies par le froid. Elle paraissait petite, si petite. Il descendit de cheval sans bruit et s'approcha, ses bottes crissant doucement sur la terre gelée. Quand elle leva les yeux, son regard croisa le sien, mais elle ne parla pas. Il se tint devant elle un long moment. Puis, sans un mot, Clayton tomba à genoux dans la neige. Son souffle se coinça dans sa gorge. Il ne cria pas, n'exigea rien, ne la gronda pas. Au lieu de cela, sa voix sortit, rauque, basse et brisée. « Je ne voulais pas que tu entendes ça. » Elle détourna le regard. « J'ai dit ça pour le faire taire, » continua-t-il. « Il faisait des blagues sur toi et moi. Je pensais que je protégeais ta réputation. » Il déglutit difficilement. « Mais je t'ai blessé à la place. » Laura ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Clayton prit une inspiration, ses épaules secouées d'un frisson. Puis, il prononça les mots comme un homme déterrant quelque chose enfoui depuis longtemps. « Je ne sais pas comment aimer, » murmura-t-il. « Je n'ai pas grandi avec ça. Et quand Clara est morte, j'ai scellé la porte et jeté la clé. Je pensais que c'était plus sûr pour tout le monde. » Sa voix se brisa. « Mais ensuite tu es arrivé, » dit-il, les yeux brillants maintenant. « Et d'une manière ou d'une autre, sans rien demander, tu as tout donné. Tu as fait rire Rosie à nouveau. Tu as permis à Eli de dormir sans se réveiller en pleurant.
Micah te regarde comme s'il avait peur que tu disparaisses. Une larme glissa sur sa joue, surprenante dans sa simplicité. Tu as fait respirer cette maison à nouveau. Il baissa la tête. Et je ne t'ai jamais dit merci. Laura cligna des yeux, les lèvres tremblantes, mais toujours silencieuses. Je ne veux pas que tu partes, dit-il. Mais si tu le fais, je ne t'arrêterai pas. Dis-moi juste que tu seras au chaud, que tu seras en sécurité. Elle le fixa, lui, l'homme qu'elle avait craint, puis enduré, puis lentement appris à comprendre. Finalement, murmura-t-elle, je ne voulais pas que tu m'aimes, je voulais juste compter pour quelqu'un. Clayton leva les yeux vers elle. C'est le cas, dit-il, plus que tu ne l'imagines. Les larmes vinrent alors, silencieuses, lentes et libératrices. Laura tendit la main, et il se releva de la neige pour la rejoindre. Dans ses bras, le froid se dissipa. Aucune promesse ne fut faite, aucun vœu échangé, juste le silence entre deux personnes qui avaient cessé de fuir et commencé à écouter. Le printemps revint discrètement au Wyoming. La neige céda la place à de tendres pousses vertes et les collines déroulèrent leurs couleurs comme une courte pointe, des jaunes, des bleus, des roses, parsemées parmi les hautes herbes. Un de ces matins, alors qu'une brume basse s'accrochait au-dessus du pâturage, Clayton sella 2 chevaux sans dire pourquoi. Viens avec moi, dit-il simplement, tendant les rênes à Laura. Elle ne posa pas de questions. Elle avait appris qu'avec lui, le silence portait souvent plus de sens que les mots. Ils chevauchèrent côte à côte à travers les terres ouvertes, dépassant le bétail au pâturage et la crête où Micah aimait faire voler des cerfs-volants en papier. Le vent lui caressa doucement le visage, et, un instant, elle eut l'impression que la terre respirait à nouveau. Il la conduisit jusqu'à une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un vaste champ ouvert couvert de fleurs sauvages, de pavots dorés, d'astères violets, d'encolis bleus. La terre ondulait avec le vent, comme une berceuse. Laura descendit de cheval la première, ses bottes s'enfonçant dans le sol meuble. C'est magnifique, dit-elle doucement. Clayton hocha la tête, descendant à côté d'elle. Son visage était impénétrable, mais sa main était ferme, tandis qu'il la menait quelques pas plus loin, vers un endroit où une petite stèle de pierre reposait sous un chêne tortueux. L'écorce était vieille, les branches épaisses et protectrices. Elle lut le nom gravé dans la pierre. Clara Ward, épouse bien-aimée, mère, gardienne de la paix. Clayton retira son chapeau. C'était son endroit préféré, dit-il après un instant. Elle amenait les enfants ici quand ils étaient bébés. Elle disait que ce chant lui donnait plus la foi en un paradis que n'importe quel banc d'église. Laura resta silencieuse, les mains respectueusement jointes devant elle. J'ai dispersé ses cendres ici, reprit-il. Il y a 3 ans, j'ai promis que la terre ne l'oublierait pas. Le vent se leva de nouveau, doux et frais. Laura se tourna vers lui, mais il plongeait déjà la main dans la poche de son manteau. De la doublure, il sortit un petit paquet de tissu. Il le lui tendit avec précaution, comme un objet fragile. À l'intérieur se trouvait un collier de perles, légèrement jauni par le temps, mais polie et chaude dans sa main. Il appartenait à ma mère, dit-il. Elle l'a donné à Clara le jour de notre mariage. Elle disait qu'il devait rester dans la famille, transmis à la femme qui élèverait les prochains enfants Ward. Laura fixa le collier, le souffle coupé. Je ne te l'ai pas donné quand nous nous sommes mariés.
continua-t-il. Parce que je ne voyais pas ça comme un mariage, je voyais ça comme une question de survie. Il la regarda droit dans les yeux, son regard stable, ouvert. Mais maintenant, dit-il, je te vois te lever avant l'aube pour t'occuper des boucles de Rosie. Je vois comment Eli cherche ton approbation du regard avant de nourrir les poules. Et Micah, ce garçon n'a appelé personne maman depuis des années, mais je crois que s'il le refait un jour, ce sera pour toi. Clayton prit sa main, sans force, juste une présence. Je veux que mes enfants grandissent en t'appelant mère, dit-il simplement. Il n'y eut pas de demande en mariage, pas de geste théâtral, pas de vin, pas de musique, seulement des fleurs sauvages ondulant dans le vent, le murmure des arbres et la présence réconfortante d'un homme qui mettait enfin son cœur à nu. Laura ne parla pas. Elle ne le pouvait pas, mais elle prit les perles de ses doigts tremblants et les passa autour de son cou. Et lorsqu'elle releva les yeux vers Clayton, son regard était empli d'un sentiment qu'aucun d'eux n'osait nommer, mais que tous deux comprenaient parfaitement. L'orage éclata sans crier gare. En milieu d'après-midi, le ciel s'était assombri d'un gris colérique et le vent hurlait sur la prairie comme un animal blessé. Les chevaux, d'habitude si calmes dans leurs enclos, devinrent agités, renâclant, piaffant, les yeux écarquillés d'une peur instinctive. Laura était dans la cuisine quand elle entendit le cri. Ce ne fut pas long, juste un son bref qui transperça le vent et les murs comme une lame. Elle laissa tomber la louche qu'elle tenait et courut pieds nus dans la cour. Rosie la suivit de près, serrant sa petite poupée, confuse et effrayée. Dehors, Élie se tenait en larmes près des portes de la grange, les genoux écorchés, ses petits bras tremblants. C'est Micah, sanglota-t-il. Il m'a poussé pour m'éloigner du cheval. Il était fou. Clayton était déjà en selle lorsque Laura prit Eli dans ses bras. Il ne dit pas un mot. Son visage était blanc comme l'os, sa mâchoire serrée. Il galopa vers le fond du pâturage où se trouvaient les Mustangs. Quand ils trouvèrent Micah, le garçon était affaissé dans la boue, immobile. Clayton le souleva dans ses bras tremblants, le serrant contre sa poitrine. La tête du garçon bascula. Du sang striait sa tempe. Ses bottes pendaient comme un poids mort. Micah, non, 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 murmura Clayton, pressant sa joue contre le front de son fils. Ils rentrèrent à la maison, à bride abattue, et pendant des jours, le ranch fut plongé dans le silence. Le médecin vint et repartit en secouant la tête. Il est jeune, fort, mais le cerveau, eh bien, parfois, il faut du temps. Du temps. Laura resta assise à son chevet jour et nuit. Elle mangeait à peine. Elle dormait à peine. Elle lisait des passages d'une petite Bible reliée en cuir, parfois à voix haute, parfois en remuant seulement les lèvres dans une prière silencieuse. Clayton ne pouvait pas rester longtemps dans la pièce. Chaque fois qu'il regardait son fils, il semblait s'effondrer sur lui-même. « Je n'aurais jamais dû le laisser travailler dans le corral, » dit-il une fois, la voix rauque. « Ce n'est qu'un garçon. Je voulais le rendre fort, et je l'ai brisé. » « Ce n'est pas vrai, » dit doucement Laura. « Il a essayé de sauver son frère. C'est ça, la force. » Mais Clayton se contenta de secouer la tête et de s'éloigner. La quatrième nuit, alors que le vent dehors s'était calmé et que les lampes brûlaient faiblement, Laura se pencha à l'oreille de Micah. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Nous t'attendons tous, mon grand.
Rosie a fait un dessin avec ton nom dessus aujourd'hui. Il dort avec tes bottes près de son lit. Et ton père, il se blâme pour tout. Elle tendit la main, écarta une mèche de cheveux de son front, et ses larmes tombèrent sur l'oreiller à côté de lui. Tu n'as pas le droit de nous abandonner, Micah Ward, pas maintenant que nous avons enfin réappris à aimer. La pièce était silencieuse, puis sa main tressaillit. Laura eut un hoquet de surprise. Elle se pencha, le cœur battant. Ses paupières vacillèrent, puis s'ouvrirent lentement, troubles, confuses, mais éveillées. Micah, murmura-t-elle, la voix brisée. Micah, est-ce que tu m'entends? Il cligna des yeux, son regard trouvant le sien. Puis, d'une voix faible et rauque, il demanda Maman, tu as pleuré pour moi? La main de Laura vola à sa bouche alors que les larmes coulaient plus vite. Elle hocha la tête, incapable de parler. Clayton, qui se tenait sur le seuil, entendit le mot maman et tituba en arrière contre le mur, pressant un poing sur sa poitrine comme pour empêcher son cœur d'éclater. Le garçon était revenu, mais plus que ça, il l'avait choisi. Le mariage fut modeste. Il n'y avait ni musicien, ni grande procession, ni longue table ou invité de la ville, seulement le vent qui bruissait dans le champ de fleurs sauvages et le soleil qui réchauffait la terre douce sous leurs pieds. Clayton avait choisi la même clairière où reposaient les cendres de Clara, là où le chêne se dressait, solide, et où les fleurs sauvages poussaient dans un chaos magnifique et indiscipliné. Laura portait une simple robe ivoire cousue à la main, avec de la dentelle que Rosie avait trouvée dans un vieux coffre du grenier. Ses cheveux sombres étaient tressés dans son dos, et autour de son cou, elle portait le collier de perles que Clayton lui avait donné des semaines auparavant. Micah se tenait droit à côté de son père dans un gilet bien repassé, une boutonnière épinglée de travers sur sa poitrine par Ellie. Rosie portait une couronne de fleurs et tenait son bouquet à l'envers, fredonnant un air qu'elle seule semblait connaître. Chaque enfant tenait une main de Laura alors qu'elle s'avançait dans le champ. Et Clayton, qui attendait sous le chêne dans une chemise blanche impeccable et un gilet qui n'avait pas vu le jour depuis des années, afficha un de ces sourires qui effacent le poids des ans. Je n'aurais jamais cru me tenir à nouveau ici, dit-il quand elle le rejoignit. Mais je remercie Dieu que ce soit le cas. Le prédicateur de la ville voisine lut un court passage sur les secondes chances, sur l'amour patient et bienveillant. Mais ce furent les vœux qui suspendirent le temps. Clayton prit ses mains dans les siennes et parla avec la gravité d'un homme qui avait tout perdu. J'avais enterré mon cœur sous cet arbre, dit-il, mais tu es venu et tu l'as fait refleurir. Tu n'es pas seulement la femme que j'ai épousée, tu es le foyer que je pensais ne jamais retrouver. Laura retint ses larmes. Je ne cherchais pas de famille, je ne savais pas comment être l'épouse ou la mère de qui que ce soit. Mais toi, Clayton, tu m'as donné la chance d'essayer, et tes enfants m'ont appris à rester. Quand ils s'embrassèrent, le vent se leva, envoyant des pétales tourbillonner autour d'eux comme des confettis. Ce fut Rosie qui applaudit la première, battant ses petites mains, et Micah qui s'avança et dit avec un signe de tête solennel « Tu es très belle, maman. » Plus tard dans la soirée, la famille partagea un festin simple. Poulet rôti, pain chaud, tarte aux baies sauvages. Les rires fusaient, faciles. Pour une fois, la maison semblait leur avoir toujours appartenu à tous. Mais alors que le crépuscule commençait à adoucir le ciel, un chariot apparut à l'orée de la propriété.
Un vieil homme, voûté et pâle, en descendit lentement. Laura se figea. C'était son oncle. Son visage était creusé maintenant, ses mains tremblaient, tandis qu'il s'approchait, un chapeau usé serré contre sa poitrine. J'ai entendu dire qu'il y avait un mariage, dit-il doucement. Et je voulais juste dire que je t'ai fait du tort, ma fille. Je t'ai vendue comme un sac de farine, et Dieu sait que j'en ai payé le prix. Clayton se tenait près d'elle, silencieux mais vigilant. Je n'attends pas ton pardon, dit le vieil homme, mais j'avais besoin de le dire à voix haute avant de mourir. Laura le regarda un long moment. Tu m'as privé de mon choix, dit-elle d'une voix égale. Mais d'une étrange manière, cette route m'a menée jusqu'ici. Elle s'avança et posa une main sur son épaule. Je te pardonne, mais je n'oublierai pas. Il hocha la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. C'est juste. Alors que le vieil homme se retournait et regagnait lentement son chariot, Clayton passa un bras autour d'elle. Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-il. Si, chuchota-t-elle. Pour moi. Quelques semaines plus tard, le ciel s'ouvrit pour laisser tomber une chaude pluie de printemps. Laura se tenait pieds nus dans le champ, sa robe trempée, ses mains posées sur la douce courbe de son ventre. Clayton la rejoignit sous l'averse, lui relevant le visage vers le ciel avec ses deux mains. « J'ai perdu une femme formidable, partie au ciel, » dit-il doucement. « Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'en a donné une autre, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Tu ne m'as pas seulement sauvé, Laura, tu as sauvé cette maison tout entière. » Elle se blottit contre sa poitrine, tandis que la pluie tombait, régulière et bienfaisante. Cet après-midi-là, avec les enfants, ils plantèrent un cotonnier blanc à côté du chêne, ses fleurs douces et claires se détachant sur le ciel gris, une promesse en fleurs. « Laissons-le grandir, » dit Clayton en tassant la terre, « même à travers la sécheresse et les tempêtes. » « Et quand il fleurira, » ajouta Laura, « nous saurons que l'amour vit encore ici. » Et il en fut ainsi à travers toutes les saisons qui suivirent. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous croyez que l'amour peut éclore dans les hivers les plus rudes et que des âmes brisées peuvent encore bâtir quelque chose d'entier, alors n'oubliez pas de montrer votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez votre moment préféré dans les commentaires et dites-nous, croyez-vous que les secondes chances peuvent devenir les plus grandes bénédictions de la vie? Et si vous voulez d'autres récits d'amours interdits, de dévotions silencieuses et de cœurs farouches survivant à la frontière sauvage, abonnez-vous à Amour du Far West et activez les notifications. Car ici, sous le vaste ciel américain, l'amour n'est jamais une chevauchée facile, mais le voyage en vaut toujours la peine.